toutes et à tous et merci beaucoup de votre accueil. J'étais venu il y a 5 ans en Lot-et-Garonne et j'en avais gardé un excellent souvenir. C'était à Tonneins. Et quand l'ADES m'a proposé de participer à ces assises, je dois dire que je n'ai pas hésité un seul instant. Et voilà, je vous remercie vraiment de votre accueil. Voilà, donc effectivement, comme l'a dit la présidente, les choses changent. Et ce que je vais vous proposer dans mon intervention, c'est d'essayer de voir un peu plus précisément comment elles changent. Et pour cela, je vous propose de voir, de nous tourner vers des périodes, même rapidement, où les choses ont déjà changé en d'autres temps et ont été, où déjà une économie sociale, plutôt coopérative, a déjà été porteuse d'espérance, de changements profonds, de transformations sociales, qui ont, selon comment on les regarde, réussi et échoué en même temps, puisque cette économie sociale et ce mouvement coopératif se sont positionnés il y a 2 siècles environ, déjà comme une alternative au capitalisme naissant, et que nous sommes toujours dominés par une économie capitaliste. Voilà, donc si on pose les choses un peu abruptement, voilà ce qu'on peut dire. En fait, les premiers coopérateurs, les premiers militants de l'économie sociale, le terme date du début du XIXe siècle, avaient pour objet de faire vivre les valeurs de la République dans l'économie. Et effectivement, s'il fallait définir l'économie sociale et solidaire en quelques mots, on pourrait dire, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une économie qui est composée de groupements de personnes qui entreprennent donc, une action collective pour répondre à des besoins ou à des attentes non satisfaites ou mal satisfaites, et qui le font en s'appuyant sur un triptyque de valeurs qui sont la liberté, l'engagement volontaire, l'égalité, qui se traduit en particulier par le principe une personne, une voix en assemblée générale, et la solidarité entre les membres. C'est donc l'équivalent de la devise républicaine. Et donc, les premiers coopérateurs vont tenter de faire vivre ces principes dans l'économie, et ils n'y parviennent que partiellement. C'est-à-dire que dès cette période, eh bien, on voit naître un secteur, enfin, un certain nombre d'entreprises qui vont respecter ces valeurs, mais jamais elles ne vont dominer l'économie. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de nous tourner rapidement vers les leçons qu'on peut tirer de ces expériences pour ne pas répéter les mêmes erreurs, entre guillemets, ou les mêmes errements. Et puis ensuite, de façon à bien identifier la phase dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, ses spécificités, et à partir de cela, voir dans quelles orientations on peut prendre avec une meilleure chance de réussite. Voilà. Donc, si effectivement, quand des personnes se regroupent pour créer une association, une coopérative ou une mutuelle, ou un groupement même informel, parce qu'on pense toujours que l'économie sociale et solidaire, on la traduit par des chiffres, et c'est très bien, c'est très important d'avoir des chiffres, mais on sait très bien que son action est bien au-delà des chiffres, elle est très qualitative, et que pour peut-être à peu près 200 000 associations gestionnaires en France, il y en a plus d'1 million qui ne sont pas gestionnaires, et qui jouent également un rôle important dans la création de liens sociaux. Donc on voit bien qu'à côté de cette économie sociale qu'on est capable de mesurer, soit par un nombre d'entreprises, soit par un nombre d'emplois, soit par une participation au PIB, eh bien il y a de multiples mesures qui nous échappent. Si on prend par exemple dans l'agriculture, le nombre d'agriculteurs qui ne vivraient pas s'ils n'étaient pas membres d'une coopérative, c'est quelque chose qui n'apparaît pas. Le plus grand réseau de coopératives en France sont les coopératives d'utilisation de matériel agricole. Économiquement, on ne sait pas les mesurer. Il n'y a presque pas de salariés, il n'y a presque pas de chiffre d'affaires. Et pourtant, elles sont 12 000, elles sont très très importantes, en particulier évidemment dans les milieux ruraux. Donc, et dans le social, c'est pareil. Combien d'associations fondées sur le bénévolat, sur l'engagement volontaire des personnes, sur les solidarités qui ne se mesurent nullement
en termes de chiffres, ni d'emploi, ni de chiffre d'affaires. Donc, je crois que la première chose à considérer dans cette économie sociale, c'est qu'elle a une place beaucoup plus importante que celle qu'on lui donne quand on la mesure sous un angle purement économique. Et puis, bien sûr, quand des gens se regroupent, comme nous le faisons tous, eh bien, avant même qu'on dépose des statuts, avant même qu'on élabore un projet, on discute, on échange, on discute, on n'est pas d'accord, et donc on cherche des points d'accord. Et c'est cette résolution des différends qui nous permet d'aller vers un projet commun. Et donc, avant même qu'il y ait une réalité pratique, il y a une pensée qui s'élabore, et une pensée qui est à la fois réflexive, c'est-à-dire qu'on va se tourner vers le passé ou vers un constat, on va faire un constat commun, mais qui est aussi projective, à la différence d'ailleurs des pensées purement universitaires, qui sont avant tout des réflexions théoriques. Dans l'économie sociale et dans la coopération, les praticiens sont aussi des penseurs qui se projettent dans l'avenir collectivement. Et ça suppose une élaboration. Donc vous voyez, l'économie sociale et solidaire, c'est aussi une articulation particulière d'un mouvement de pensée et d'un mouvement de pratique. Et c'est parce que ce sont les mêmes personnes qui produisent la pensée et les pratiques qu'elle est émancipatrice. Elle est émancipatrice parce que elle est le produit de personnes qui se prennent en main, qui lèvent la main, qui se disent « nous allons ensemble faire quelque chose qui n'existe pas ». Et à chaque fois qu'on va dans une association, une coopérative, et qu'on demande comment ça se passe, la première réponse qui est donnée, c'est « ah, ici c'est particulier ». En général, on dit ça. Alors, c'est toujours vrai, bien sûr, mais en même temps, il faut dire autre chose si on veut théoriser un petit peu, parce que sinon, on n'a que des singularités, et ça nous avance pas beaucoup. Voilà. Donc, en fait, ce que j'ai essayé de faire dans des travaux antérieurs, en particulier dans l'ouvrage La République coopérative, c'est de repérer les périodes historiques pendant lesquelles il y a eu des effervescences comme ça de pensée et de pratique d'économie sociale au fil des 2 derniers siècles. Et j'en ai trouvé 3, et nous serions dans la 4e phase, parce que vous savez bien qu'on est dans une phase effectivement d'effervescence de l'économie sociale et solidaire. Juste pour mémoire, il y a une quinzaine d'années, et la présidente l'a encore souligné tout à l'heure, il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, personne ne connaissait l'économie sociale et solidaire. Très peu de gens, les militants. D'ailleurs, ils se disputaient entre économie sociale et économie solidaire. Voilà. Donc, on a arrêté la guéguerre au moment où on s'est rendu compte qu'il y avait des enjeux bien plus importants que nos petites disputes intestines. Donc, c'était un fait inconnu, méconnu, et alors qu'elle avait déjà une histoire. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, cette reconnaissance de l'économie sociale, reconnaissance politique, médiatique, universitaire, est un phénomène récent et tout à fait original dans l'histoire. Il n'y a pas eu d'enseignement de l'économie sociale ou de l'économie solidaire à l'université avant l'an 2000, ou alors c'était tellement marginal que c'était pas notable. Il n'y avait pas de doctorat, ça n'existait pas dans les disciplines. Tous les termes qu'utilisent les coopératives et les associations pour se définir, l'engagement volontaire, l'excédent de gestion, qui n'est pas le bénéfice, les réserves impartageables et inaliénables, la double qualité coopérative, sont des termes qui ont été forgés par des praticiens qui ont réfléchi sur leurs pratiques, mais qui n'étaient pas connus à l'université, ni par les économistes orthodoxes, ni par les économistes hétérodoxes, ni par les sociologues, quelle que soit leur tendance. Même Bourdieu, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter il y a de longues années, quand on a discuté de ces termes, Pierre Bourdieu ne les connaissait pas. Il ne connaissait pas qui les avait forgés. Vous voyez, un des plus grands sociologues français. C'est pour dire la marginalité dans laquelle s'est trouvée pendant de longs siècles, de longues années, en tout cas décennies, cette économie sociale et solidaire, cette coopération. Donc il y a eu des phases d'effervescence, et donc je les rappelle très rapidement. La première, donc il y en a 3, plus celle qu'on vit aujourd'hui. Évidemment, si on allait dans le détail, on en verrait une multitude, mais il faut bien classer, il faut bien prendre les choses essentielles, et puis d'autres pourront préciser et élaborer plus profondément. La première,
c'est celle qui naît autour des associations ouvrières et qui voit son culminer en 1848. Et vous savez, le mot d'ordre de ces premiers coopérateurs, c'est l'abolition du salariat, considérant que le salariat est un contrat de subordination. L'idée, inspirée par des utopistes tels Charles Fourier en France ou Robert Owen en Grande-Bretagne, est de constituer en quelque sorte des organisations démocratiques de travail où va s'instaurer la démocratie. Charles Fourier, c'est le phalanstère, qui sera ensuite mis en œuvre par Jean-Baptiste André Gaudin au familistère de Guise. Et puis, il y a de multiples associations ouvrières qui se constituent, d'abord interdites, puis tolérées, puis décapitées par le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Donc, elles vont avoir une vie brève, mais très intense, un mouvement très puissant, qui va être en fait le premier mouvement autogestionnaire, entre guillemets, si on le disait dans les termes contemporains, et qui va essayer de mettre en œuvre le rêve de micro-républiques de producteurs. C'est comme ça que je les ai nommés. Ce sont des micro-républiques parce que c'est à l'intérieur d'un collectif qui s'associe qu'on va essayer de mettre en place la démocratie. République parce qu'on met en place les règles démocratiques. Et de producteurs parce que ce sont des travailleurs ou des producteurs qui le mettent en œuvre. Bien sûr, ce mouvement échoue, d'une certaine façon quantitativement, mais c'est lui qui va permettre la naissance et le premier droit coopératif, qui est celui des sociétés coopératives de production, les SCOP. Voilà. Et puis, dans un second temps, voilà, pour la première utopie, vous voyez une effervescence de la pensée, une effervescence des pratiques, et puis ensuite une retombée, on pourrait dire, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Bien sûr, les SCOP vont se développer, et vous savez comme moi aujourd'hui qu'après avoir connu une phase de stagnation pendant les 30 Glorieuses, eh bien aujourd'hui elles sont dans un très très vif développement, que ce soit sous la forme des SCOP classiques, sous la forme des coopératives d'activité et d'emploi, ou sous la forme des SIC, Sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui sont des SCOP un petit peu particulières, qui ont acquis leur autonomie même par rapport au sein du mouvement coopératif, mais qui ont quand même été portées sur les fonds baptismaux en grande partie grâce au mouvement des coopératives de production. Donc, ce mouvement continue en quelque sorte. Il faut voir ces effervescences comme continuant de vivre comme des couches sédimentaires qui viennent se mettre sur un substrat rocheux. La seconde grande utopie de l'économie sociale, ça va être celle des coopératives d'usagers, dont les associations font partie. Les mutuelles de santé, les mutuelles d'assurance et surtout les coopératives de consommateurs. Ces coopératives de consommateurs, elles vont se développer d'abord en Grande-Bretagne au début, enfin exactement au milieu du XIXe siècle, mais elles vont croître de façon extrêmement rapide et extrêmement puissante dans toute l'Europe pendant la seconde moitié du XIXe siècle, constituer des centrales d'achat qui sont, qu'on appelait les magasins de gros à l'époque, en France, et vont être, bien avant les sociétés capitalistes, des grands réseaux de distribution de produits manufacturés, et en partie des produits manufacturés dans des coopératives. C'est-à-dire que donc elles vont se fédérer, il va y avoir une fédération des coopératives dites bourgeoises autour de Charles Gide, et une fédération des coopératives socialistes autour de Jean Jaurès, qui vont se réunir en 1912 et qui vont donner naissance à la Fédération nationale des coopératives de consommateurs. Cette phase, on l'a un peu oubliée aujourd'hui, mais en fait, elle représente le mouvement le plus puissant qui a jamais existé au niveau coopératif en Europe. Entre les deux guerres, c'est plusieurs millions de familles qui sont membres de coopératives de consommateurs. Elles se sont étendues partout en France. Elles ont créé les presses universitaires de France, dont les que sais-je. Elles ont créé la revue internationale, la RECMA, que j'ai l'honneur d'animer jusqu'au 31 décembre. Je vais rendre mon tablier après 25 ans de bons et loyaux services. Mais la RECMA, c'est la revue des études coopératives, fondée par Charles Gide avec la FNCC en 1921. C'est la seule revue académique, en tout cas scientifique, qui a pour objet central les coopératives et l'économie sociale et solidaire. Donc on l'appelle RECMA parce qu'avant c'était Revue des études coopératives, puis elle est devenue Revue des études coopératives, mutualistes
et associative. Donc on fête son centenaire cette année, donc c'est un bon moment. Voilà. Donc la FNCC a suscité également la création de l'Office central de la coopération à l'école, les coopératives scolaires, d'un laboratoire coopératif, d'une banque coopérative, d'une société générale qui permettait de pratiquer les achats en gros. Elle a été extrêmement puissante et a connu une faillite retentissante en 1984-85, au moment où se sont développés les hypermarchés. Non qu'elle ait refusé le développement des hyper, mais elle y allait prudemment parce qu'elle était surtout présente à travers des petits magasins, les magasins Coop, dont certains d'entre vous se souviennent sans doute, les magasins Coop qui étaient présents dans les villages, dans les quartiers, et ils ont craint que l'essor des hypermarchés ne fasse du tort à leurs magasins Coop. Résultat, les hypermarchés se sont développés un peu sans eux, et les magasins Coop se sont trouvés en difficulté. Évidemment, on pourrait expliquer de façon plus précise cette faillite, qui n'est pas tout à fait générale, puisqu'en Nouvelle-Aquitaine, il reste une coopérative de consommateurs extrêmement importante, dont le siège est à Saintes, qui s'appelle Coop Atlantique, et pratiquement tous les magasins U qui se trouvent entre la Loire et la Garonne, dont l'hypermarché de La Rochelle par exemple, appartiennent en fait à une coopérative de consommateurs, dont vous pouvez être membre pour une part sociale de 7 €. Donc je le dis, voilà, pour ceux qui sont intéressés. et qui a quand même plusieurs centaines de milliers de membres et plus de 3000 salariés. Donc cette coopérative a réussi à faire face finalement à cette forme de débâcle qui a existé. Mais cette débâcle n'est pas française, elle est européenne. Dans tous les pays, les coopératives de consommateurs ont connu cette difficulté. Le projet de ces coopératives de consommateurs, c'était tout simplement de déborder le capitalisme à partir de l'intérêt du consommateur. Vous voyez, donc il y avait dans un premier temps l'idéal d'une micro-république des producteurs, avec l'idée que c'était à partir du travail qu'on pouvait changer la société, et dans ce second temps, l'idéal d'une macro-république des consommateurs. Je dis macro-république parce que cette fois, l'idée, c'était d'envahir le monde, de faire du circuit court entre producteurs et consommateurs. C'est exactement ce qu'on est en train de redécouvrir aujourd'hui, mais à partir des consommateurs, c'est-à-dire que les coopératives doivent être détenues par les consommateurs et non pas par les producteurs, parce que, disent les théoriciens de ce mouvement, c'est le consommateur qui détient l'intérêt général. C'est une question sur laquelle par laquelle je conclurai sûrement, parce que ça introduit un débat qui n'est toujours pas fermé aujourd'hui au sein de l'économie sociale et solidaire, qui est le suivant. Est-ce que l'économie sociale et solidaire répond à l'intérêt collectif de ses membres, ou est-ce qu'elle répond à l'intérêt général? Et deux réponses sont possibles. Pour certaines, évidemment, c'est l'intérêt général, mais pour beaucoup, c'est l'intérêt collectif des membres. Je parlais des CUMA tout à l'heure. Une CUMA répond à l'intérêt des membres. Alors que dans l'action sociale, évidemment, ou l'action médico-sociale, on va répondre à l'intérêt général, en règle générale. Donc vous voyez, c'est un débat qu'il faut avoir aujourd'hui sur l'économie sociale et solidaire. Voilà, ce mouvement des coopératives de consommation, on l'a largement oublié aujourd'hui, mais ça vaudrait la peine de s'y pencher. Il faut dire que la FNCC a été traumatisée par cette faillite et ses leaders de l'époque ont eu beaucoup de mal à témoigner encore aujourd'hui, en fait, ils sont en train de disparaître, mais les derniers leaders de l'époque ont eu longtemps du mal à parler de ce qui s'était passé, parce qu'ils l'ont très très mal vécu. À l'époque, les journaux coopératifs disaient c'est comme si le monde s'écroulait, quoi. C'était vraiment parce que plusieurs générations de coopérateurs avaient vécu cette expérience comme étant la fin du capitalisme. Vous voyez, ça nous paraît absolument incroyable aujourd'hui, et c'est pourtant vrai. Entre, en gros, 1880 et la fin après la Seconde Guerre mondiale, début des années 60. Voilà, fin de la deuxième grande utopie de l'économie sociale. Et la troisième, c'est celle qui émerge au moment où les pays de l'hémisphère sud accèdent à l'indépendance, c'est-à-dire à partir des années 1960, jusque les années 80-90 et jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les pays qui accèdent à leur indépendance, évidemment, ont une indépendance politique et souhaitent mettre en œuvre une économie
indépendante également. Et donc ils vont tenter d'échapper à l'ancienne puissance coloniale, et en même temps, on est en pleine guerre froide, à la puissance des États-Unis ou de l'Union soviétique. Et donc le développement qu'ils vont initier, c'est un développement qu'ils vont penser à partir des coopératives ou à partir des associations villageoises. Mais vous voyez, là, la finalité, ce n'est plus la coopérative ou l'organisation, c'est le développement. Donc ce sont des républiques coopératives pour le développement, ou d'économie sociale pour le développement territorial, à l'échelle des nations. On va le voir partout dans le monde. J'ai essayé de faire, dans la République coopérative, j'ai essayé de repérer ces exemples. Je n'ai pas trouvé un seul pays où il n'y avait pas eu ce mouvement, qu'on a appelé le développement endogène ou développement autocentré, dont Nehru a été un des principaux acteurs et ce qui a donné naissance au mouvement tiers-mondiste. Mais du Sénégal avec Mamadou Dia, à la Tanzanie avec Julius Nyerere, tous les pays d'Amérique latine, tous les pays d'Afrique du Nord, partout on voit naître ces mouvements. Et il y a même un pays, l'ex-Guyana britannique, donc qui se trouve à côté du Venezuela, qui va prendre le titre de République coopérative. C'est toujours son titre officiel. La Guyane, l'État de Guyana, son nom officiel, c'est la République coopérative de Guyane. Voilà. Mais les grandes puissances vont savoir répondre à cette volonté d'indépendance et vont s'aborder en quelque sorte tout projet qui pouvait échapper à la puissance des multinationales. On le voit dans des pays dont on ne peut pas soupçonner à un moment donné que ça puisse se passer. Par exemple, au Sénégal, sous la présidence de Senghor, la réforme agraire initiée par Mamadou Dia, qui met en cause les intérêts français au Sénégal, eh bien Senghor finit par mettre en prison Mamadou Dia, qui restera plus de 10 ans. Vous voyez, y compris voilà, on n'est pas dans des gouvernements totalitaires, là, on est vraiment dans des démocraties, quoi. Et pourtant, on voit bien que Paulo Freire va décrire ce drame de façon extrêmement poignante, en disant, puisque vous voulez votre indépendance, prenez-la et crevez. Parce que vraiment, il va y avoir une recolonisation, en quelque sorte, qui ne dit pas ces mots, qui ne s'explique pas, quoi. Mais on voit bien qu'on n'a pas du tout résolu le problème du rapport, les relations Nord-Sud. Et on voit bien à quel point aujourd'hui, ça impacte complètement nos vies quotidiennes. Et ce n'est qu'un début. Bien sûr, l'émigration, ce n'est qu'un début. Tant qu'on n'aura pas changé le rapport colonial, on ne voit pas comment il pourra en être autrement. Or, au moment de la décolonisation politique, le monde capitaliste a réagi pour éviter de perdre ces avantages économiques. Donc ça a été, mais il n'en reste pas moins que ça a été un mouvement très important, parce que se sont créées des coopératives à l'époque, en particulier les coopératives agricoles et artisanales, dans pratiquement tous les pays de l'hémisphère sud. Donc le mouvement coopératif et d'économie sociale qui était né en Europe s'est mondialisé à ce moment-là, et l'Alliance coopérative internationale qui s'était constituée à Londres en 1895 et qui réunissait essentiellement des pays de l'hémisphère nord, à ce moment-là, a su avoir un déploiement mondial. Et aujourd'hui, l'Alliance coopérative internationale, qui siège à l'ONU, eh bien, réunit la majorité des pays du monde et permet de penser une internationale coopérative qui est très précieuse dans les temps de crise. Après, on peut aussi trouver une autre raison a été avancée par les spécialistes à l'échec de cette indépendance économique des pays de l'hémisphère sud, c'est que ces mouvements étaient initiés par des leaders politiques, des leaders indépendantistes qui avaient les rênes de l'État. Et donc, je le dis parce que ça nous intéresse aussi pour la problématique contemporaine. Si l'État a un rôle de soutien évidemment très important, l'État ou les collectivités territoriales, très important de l'économie sociale et solidaire, les collectivités publiques ne peuvent pas être les acteurs majeurs de l'économie sociale et solidaire, qui est une économie d'origine privée.
qui a pour origine la société civile. Bien sûr, elle a besoin d'être reconnue pour exister, sinon évidemment elle est réprimée, et il y a des pays où elle est réprimée, on le sait. Donc l'État et les collectivités jouent un rôle très important, mais ça ne peut pas être le rôle principal. Et donc ça a été sans doute une des causes, même par exemple le gouvernement de Chavez au Venezuela qui a voulu s'appuyer sur les coopératives à nouveau pour mener sa révolution il y a quelques années, eh bien en fait j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des militants coopératifs vénézuéliens ou latino-américains. En fait, les chiffres qu'ils donnaient de création coopérative étaient faux parce que c'était les chiffres officiels, mais en fait peu de coopératives vivaient parce qu'il n'y avait pas le mouvement social qui permettait à ces coopératives de vivre. De même, lorsque Lénine, après la révolution russe, se trouve face au mouvement coopératif, à partir du moment où il décrète en avril 18 que les membres d'une commune seront tous membres de la coopérative de la commune, eh bien il tue les coopératives. Simplement parce que le rôle de l'État n'est pas celui-là. Et d'ailleurs, il rendra leur liberté aux coopératives en 1921 lors de la nouvelle économie politique. Donc c'est une autre histoire. Mais c'est très important de bien repérer les rôles respectifs de la société civile et des collectivités dans l'animation de l'économie sociale et solidaire, surtout aujourd'hui. Donc j'en viens maintenant à la quatrième effervescence, qui est l'effervescence contemporaine. Comment la caractériser par rapport aux précédentes? Donc j'ai dit, la première, c'était des producteurs à l'échelle de l'entreprise. La seconde, c'était des consommateurs à l'échelle mondiale. Et la troisième, c'était des agriculteurs et des artisans soutenus par les États à l'échelle des nations, des États-nations. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on repère? Si on regarde qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui, quelles sont les innovations de l'économie sociale et solidaire sur les territoires. D'abord, on parle de territoire. On est à l'échelle des territoires. On ne sait pas très bien ce que c'est l'échelle territoriale, mais ce n'est pas grave. On sait que c'est plus large que l'entreprise et que ce n'est pas l'échelle mondiale. Voilà, ça peut être très variable. Ensuite, si on pense aux AMAP, si on pense au GRCMA, au groupement de coopération GRCMA, médico-sociaux et sociaux, si on pense aux SIC, aux sociétés coopératives d'intérêt collectif, au commerce équitable, qu'est-ce qu'on observe à chaque fois? On observe qu'il y a des producteurs et des consommateurs, qu'il y a des usagers et des travailleurs. Donc l'utopie, ou en tout cas ce qui nous motive aujourd'hui, ce n'est pas seulement de changer le rapport au travail, ce n'est pas seulement de changer le rapport à la consommation, c'est d'établir un lien différent entre producteurs et consommateurs, que ce soit à l'intérieur d'une même structure, comme c'est le cas dans les SIC, ou que ce soit à travers des partenariats entre des organisations différentes, comme on le voit dans le commerce équitable, par exemple. Donc, on a une originalité qui est, on semble dépasser en quelque sorte la division fondamentale entre production et consommation dans laquelle nous a placé l'économie contemporaine. Je parle depuis le début du 19e siècle. Et puis il y a un autre élément qui est décisif, c'est l'implication des collectivités territoriales. Et peut-être que c'est parce qu'on est à l'échelle des territoires et qu'on s'intéresse à la fois à la production et à la consommation qu'on voit l'implication des collectivités territoriales. Et cette implication, elle est absolument décisive. C'est tout à fait nouveau. Jusque-là, les coopératives, les mutuelles et les associations ne demandaient que le droit d'exister. Bien sûr, il y a des associations qui vivent, en particulier dans le secteur social et médico-social, avec évidemment le soutien des collectivités publiques, mais c'est lié à leur activité, ce n'est pas lié à leur statut. Statutairement, les coopératives, on est dans l'autonomie de gestion. Voyez. Donc, après, c'est selon les activités, on va avoir un rapport différent. Les mutuelles sont devenues complémentaires à partir du moment où il y a eu la sécurité sociale. Avant, c'était elle, la sécurité sociale. Et c'est seulement en 1945 qu'elles deviennent complémentaires. Alors maintenant, elles deviennent peut-être elles devraient devenir un peu plus que complémentaires, on pourrait dire. Mais voilà, c'est encore une autre époque. Mais voilà, donc, on a effectivement
une nouvelle problématique qui est, me semble-t-il, on passe de l'intérêt collectif qui a toujours été revendiqué par l'économie sociale et solidaire à la représentation de l'intérêt général. Donc je crois que ça, c'est une question fondamentale parce que le passage de l'intérêt collectif à l'intérêt général nous amène à une problématique de développement. On n'est plus dans l'idée de développer l'entreprise. Et vous savez bien que quand je dis ça, on est tous victimes en quelque sorte, à notre corps défendant souvent, d'une certaine, d'un égocentrisme autour de l'entreprise. Et notre période y aide beaucoup. Voilà, on ne parle que d'entrepreneurs, l'entrepreneur est valorisé, en plus l'entrepreneur individuel, il faut développer les entreprises, etc. Et pourquoi on ne dirait pas il faut développer la coopération? Pourquoi toujours procéder par la destruction créatrice qui veut que de nouvelles entreprises remplacent d'anciennes entreprises, qui parfois pouvaient être tout aussi intéressantes, voire préférables, dans le jeu de la concurrence? Et donc ça, je crois que c'est une question absolument essentielle, en particulier pour les associations, puisqu'elles se trouvent de plus en plus confrontées à la concurrence avec la transformation des aides publiques, hier subventions, aujourd'hui sous forme d'appels d'offres concurrentiels. Donc on voit bien que les collectivités territoriales jouent un rôle très très important maintenant dans l'orientation générale de l'économie sociale et solidaire. Alors, est-ce que c'est totalement nouveau? Alors, par rapport à la période que j'ai décrite là rapidement, c'est nouveau. Mais vous voyez aussi que lorsqu'on parle de cette transformation ou de cette transition à laquelle on assiste, on revient sur la notion de commun. On parle beaucoup des communs depuis quelques années et on a commencé à avoir des échanges très intéressants entre spécialistes des coopératives et de l'économie sociale et solidaire et spécialistes des communs. Et je me suis posé la question, bon, il y a les communs numériques, ok, c'est très intéressant, mais enfin, il y a des communs historiques aussi. Donc c'est un travail que j'ai fait au cours pendant les 10 dernières années, donc à mes temps perdus, à essayer de repérer, est-ce qu'il existait une économie sociale et solidaire liée aux communs avant la révolution industrielle? Et effectivement, en étudiant en particulier le Moyen-Âge entre l'an 1000 et 1300, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait un très grand nombre d'associations qui servaient en fait une économie, mais à un point qu'on a complètement oublié. C'est-à-dire qu'on se représente le Moyen-Âge comme, vous savez, on parle de Dark Age, l'âge sombre du Moyen-Âge, après l'âge antique et avant la Renaissance. Et en fait, tous les spécialistes du Moyen-Âge le considèrent au contraire comme un âge extrêmement lumineux, extrêmement intéressant. On parle de la Renaissance carolingienne, puis de la Renaissance du XIIe siècle. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette Renaissance? Vous allez comprendre pourquoi je parle de cela. Parce qu'en fait, cette renaissance est liée à l'émergence des premières associations volontaires. C'est-à-dire bien avant la loi de 1901, en 779, naissent des guildes qui sont admises par les Carolingiens comme étant, qui s'appuient sur l'engagement volontaire des membres, l'égalité et la solidarité entre les membres. La seule chose qui est condamnée, c'est le serment. Parce qu'on peut prononcer de serment que devant Dieu. Donc c'est pour ça qu'ensuite les confréries vont se trouver des saints pour avoir des protecteurs qui sont en fait les médiateurs entre soi et Dieu. Donc ça, c'était toléré. Mais en fait, on voit donc pendant toute cette période se développer un nombre incroyable d'associations. D'abord les monastères. Voilà, il y a vraiment des monastères qui se développent absolument partout en Europe, et puis les confréries, les guildes d'artisans, les guildes de marchands, les communes. J'ai vu que Marmande avait eu sa commune en 1184, et donc avait élu des échevins à cette période, avait acquis une autonomie par rapport à l'ordre féodal. Et le plus intéressant, bon, il y a les foires de Champagne, on ne va pas développer tout ça ici, mais le plus intéressant, c'est que les princes, les rois, soutiennent ces mouvements associatifs. Saint-Louis, en particulier, va jouer un rôle très très important dans le soutien des associations contre les formes de pouvoir, contre des pouvoirs féodaux
qui pourraient prendre de leurs aises par rapport aux populations. C'est quelque chose qui a été longtemps ignoré parce qu'au XIXe siècle, on n'a pas du tout mis l'accent là-dessus et qu'on a gardé dans l'imaginaire qu'on a du Moyen-Âge un âge féodal. Alors qu'en fait, d'ailleurs, Marx avait parlé de mode de production féodale et les spécialistes, les médiévistes aujourd'hui, parlent d'un mode de production paysan et qui est fondé souvent sur les associations paysannes, dont les fruitières sont connues, mais les fruitières du Jura, mais il y en a partout, absolument partout. Si vous regardez dans l'histoire de vos pays, eh bien vous allez trouver à coup sûr des traces d'associations qui ont des fonctions extrêmement diverses. Et là, on a... Donc ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est d'abord l'émergence de biens communs qui sont, au Moyen-Âge, qui sont administrés par des associations d'habitants et en accord avec le pouvoir central. Et donc on a une nouvelle régulation qui se met en place qui va beaucoup plus loin que tout ce qu'a fait notre économie sociale contemporaine. Donc je me dis, peut-être que, alors évidemment ce n'est qu'une piste parmi d'autres, mais peut-être plutôt que de parler, comme on le dit souvent en économie, des avantages comparatifs des régions ou des cités entre elles, qui en fait se termine toujours par la prédominance des plus puissants, Marmande ne sera jamais Bordeaux et Bordeaux ne sera jamais Paris, eh bien on pourrait parler des avantages incomparables de nos régions, et là on pourrait dire Paris ne sera jamais Bordeaux et Bordeaux ne sera jamais la Marmande. Et si on part des avantages incomparables de nos territoires, alors on va penser à un développement alternatif de façon totalement différente. Et du coup, ça nous permet de penser le développement comme une alliance, donc je veux terminer par là, je pense par une alliance entre trois types d'acteurs que sont les collectivités territoriales, l'économie de proximité, c'est-à-dire toutes les petites et moyennes entreprises ancrées dans le territoire, c'est quand même les plus nombreuses en France, 3 millions, pour quelques dizaines de millions de sociétés anonymes, et évidemment les structures de l'économie sociale et solidaire. Je crois que ces trois partenaires sont susceptibles de fonder un développement, je ne parle plus d'économie sociale, mais un développement endogène ou des territoires qui s'appuient sur les potentialités de chaque territoire. J'avais fait ma thèse de doctorat sur le vin de Champagne. Voilà, c'est un exemple, c'était un objet assez sympathique. Mais parce que je m'étais posé la question, comment se fait-il qu'en Champagne, c'est quand même une réussite économique incroyable, comment ils ont réussi dans une région qui est si peu accueillante pour la vigne, quand même c'est pas ce qui est une plante méditerranéenne, comment ils ont réussi à faire un produit qui marche aussi bien et en plus qui est dominé par des négociants dont le plus grand est LVMH, Bernard Arnault, donc la multinationale du luxe, troisième fortune mondiale, et dans laquelle il y a pour autant 10 000 viticulteurs qui vivent sur moins de 40 000 hectares. Comment c'est possible? Vous voyez, parce que ça fait une culture extrêmement peuplante, avec des personnes, une économie qui marche bien, qui est extrêmement régulée. Eh bien, la réponse est très simple, c'est les petits vignerons. Voilà, la moyenne, une grande partie ont 1 ou 2 hectares, ont créé des coopératives. Il y a 130 coopératives, on les ignore, hein, il y a 130 coopératives en Champagne, sans lesquelles le négoce ne peut pas faire son champagne, ne peut pas faire son vin. Et puis, il y a un comité interprofessionnel, c'est-à-dire une appellation d'origine, qui garantit des pratiques, des us et coutumes, voilà, qui reprennent les traditions. Simplement, évidemment, ils les ont transformés. Et ils ont travaillé énormément autour de la qualité, bien entendu. Ça ne se ferait pas sans qualité. Mais le point central, ça a été de dire, ils le disent d'ailleurs, il n'est Champagne que de Champagne. Ils ont réussi à trouver, et ça s'inscrit dans une histoire longue, hein, de plusieurs siècles, bien sûr. Mais néanmoins, ils ont réussi à forger une économie à partir de leur singularité et d'un avantage incomparable. Donc je crois que ce vers quoi nous allons demain, en tout cas comme alternative économique, je crois qu'elle s'appuie sur les territoires. Je ne vois pas aujourd'hui de solution, je vous le dis, peut-être on pourra en discuter, de solution
macroéconomique, vu la vigueur du capitalisme aujourd'hui, vu le développement incroyable des inégalités qu'on voit aujourd'hui dans l'économie dominante, qui s'est encore aggravé pendant la pandémie, je ne vois pas de solution d'agir, de prise au niveau macroéconomique. Par contre, à l'échelle des territoires, je pense que des conquêtes peuvent être faites, je ne vais pas dire facilement, mais je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait empêcher une conquête des territoires par ces trois types d'acteurs. Et je crois que le fondement de cette alliance est la reconnaissance d'une double légitimité démocratique, c'est-à-dire la légitimité démocratique de la démocratie politique, bien entendu, elle n'est pas mise en question, mais aussi que les politiques élus démocratiquement considèrent l'économie sociale comme une autre légitimité démocratique qui est la démocratie économique. Et je crois que la co-construction des politiques publiques dont parle beaucoup, sur lequel travaille beaucoup le réseau des territoires d'économie solidaire, le RTES, eh bien, est absolument incontournable aujourd'hui pour penser des développements territoriaux de demain. Je termine juste par un mot. Lorsque des contrats publics sont emportés par des sociétés qui ont leur siège à l'extérieur du territoire, alors on est certain qu'une partie de l'argent public va sortir du territoire. Lorsque les contrats sont emportés par des entreprises locales, qu'elles soient privées ou d'économie sociale et solidaire, alors l'argent reste sur le territoire et comme on sait, la richesse économique dépend de la quantité d'argent qui circule sur un territoire. Je vous remercie.